Alors bonjour, je me présente, je suis le docteur Benabi, maître assistant en neurochirurgie au CHU Mustapha Bachar. Euh, je vous dis bonjour, chers collègues, chers confrères. Le sujet de la conférence est un peu pratique et il porte attrait à la conduite à tenir devant une paralysie faciale. Donc effectivement, c'est un sujet qui touche trois spécialités en réalité qui sont confrontées à cette pathologie, les ORL, effectivement, qui sont très confrontés à la paralysie faciale, les neurologues aussi sont confrontés à ce genre de situation, et effectivement, les neurochirurgiens, euh, la spécialité que je pratique. Donc, comme introduction, nous allons dire que effectivement, la face est l'organe qui permet de véhiculer l'émotion, le mood dans lequel euh, l'être humain est. Donc, ça permet de véhiculer le sourire, donc euh, si quelqu'un est heureux, la colère ou encore la tristesse. Donc, toute modification, toute atteinte de cette fonction ô combien importante conduit le patient à consulter dans le cadre de l'urgence. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas autre chose, mais le fait qu'il y ait un changement de mimique, qu'il y ait un changement de forme du visage, de l'expression du visage, donc les patients consultent dans ce cas de figure d'une manière assez rapide et urgente. Euh, la paralysie faciale est une pathologie peu fréquente, elle n'est pas aussi importante, mais elle sévit quand même avec une incidence de quand même 20 cas par 100 000 habitants. Elle présente des étiologies multiples, ça va de l'inflammatoire, du tumoral, du traumatique et aussi de l'idiopathique, nous allons voir par la suite. Et puis, devant une paralysie faciale, un symptôme aussi évident qu'il soit, il doit nécessiter une démarche diagnostique assez claire, assez hiérarchisée, assez didactique, qui va nous permettre effectivement d'arriver à un diagnostic étiologique et puis à une éventuelle prise en charge thérapeutique. Une fois la démarche diagnostique a été bien établie et nous sommes arrivés à un diagnostic précis, bien sûr, la prise en charge aussi, c'est un objectif, elle doit être standardisée. Alors, comme rappel anatomique, effectivement, le nerf facial, puisque c'est de ce nerf qu'il s'agit, c'est la dysfonction de ce nerf qui va conduire à la paralysie faciale, donc présente un cheminement bien précis. Donc, depuis l'arborisation corticale, le passage à travers donc, la capsule interne, que vous voyez, et puis le tronc cérébral, où nous avons bien sûr le colliculi facial, donc le noyau du nerf facial, divisé en facial, noyau supérieur et noyau inférieur, et puis, bien sûr, à partir du tronc cérébral, nous avons le passage dans l'angle ponto-cérébelleux à travers le conduit auditif interne vers donc son passage tympanique. Vous voyez ici le tronc cérébral, donc au niveau de la jonction bulbo-protubérantielle, nous avons l'émergence du nerf facial avec son nerf accessoire qui est l'intermédiaire de Verisberg à partir du noyau. Et puis, au niveau donc, de son trajet cisternal, au niveau de l'angle ponto-cérébelleux, il va cheminer directement, il va rentrer dans l'os pétreux, c'est-à-dire le rocher, d'accord, à travers le conduit auditif, le hiatus auditif interne, et il va poursuivre son chemin dans le conduit auditif interne. Ce que vous voyez ici, effectivement, une fois dans le rocher, vous voyez le trajet du nerf facial dans son canal, le canal facial. Ce que vous voyez ici, c'est le ganglion géniculé. Et ensuite, au fur et à mesure que le nerf progresse dans son trajet donc pétreux, nous avons l'émergence de différents nerfs. Donc, vous avez le nerf stapédien, corde tympanique, le GSPN avant, le Great Superficial Nerve, Petrosal Nerve, pardon, et puis le nerf stapédien, et puis la corde tympanique. La sortie donc du nerf facial de l'os pétreux va se faire à travers le foramen stylomastoïdien, bien sûr. Donc, tout ce cheminement du nerf facial va le conduire à ces territoires d'innervation. Il faut savoir que le nerf facial présente donc des fonctions multiples. La fonction motrice, bien sûr,
donc parce qu'il est responsable de la motricité de la face, de la musculature de la face, donc avec ses branches temporales, ses branches orbiculaires et ses branches donc, qui vont aller vers buccales. Et puis, il intervient également dans des fonctions sensorielles, puisqu'il est responsable de la gustation des 2 tiers antérieurs de la langue. Il est responsable d'une fonction sécrétoire, puisqu'il est responsable de l'innervation de glandes 1. Lacrymale, de la glande sublinguale, donc la glande parotidienne, effectivement, donc c'est la sécrétion salivaire et lacrymale, effectivement. Et puis, une dernière fonction, c'est la fonction sensitive, donc dans le territoire dit de Ramsay-Hunt, le conduit auditif externe, ainsi que le pavillon de l'oreille. Donc ça, c'est un petit rappel anatomique qui vous rafraîchit seulement la mémoire. Je sais que vous connaissez tout ça. Par contre, sur le plan physiopathologique, il faut comprendre qu'il y a différentes atteintes du nerf facial. Et à partir de ces différents types d'atteintes, nous allons savoir un peu le pronostic et les chances de récupération. Parce que la question la plus importante que le patient a dans la tête, vais-je récupérer de ma paralysie faciale? Vais-je retrouver mon visage d'antan? Et ça, c'est important à savoir. Donc, nous avons la norapraxie. Dans la norapraxie, qui est l'atteinte la plus bénigne, nous avons des axones qui sont viables. Donc, les axones sont viables. Nous avons par contre une atteinte myélénique. Donc, dans ce cas de figure, la récupération est généralement complète. Nous allons voir les étiologies qui causent des norapraxies. Nous avons l'axonotmésis. Alors, c'est l'inverse. Donc, vous avez une dégénérescence axonale type valérienne et le tissu de soutien là est intact. Effectivement, dans l'axonotmésis, on dit qu'il y a une récupération, mais qui est beaucoup plus lente. Mais heureusement qu'à la fin, c'est une récupération qui est complète. Le troisième cas de figure, c'est le neurotmésis. Donc, il y a une atteinte des deux. C'est ça la situation dans laquelle c'est péjoratif, puisque nous avons une atteinte des deux, des axones et du tissu de soutien myélénique. Et donc, ça va conduire donc, tout simplement à une paralysie, soit irréversible, ou avec une récupération qui est aberrante, avec beaucoup de séquelles. Donc, pour la démarche diagnostique, nous avons parlé dans l'introduction, nous avons dit que la démarche diagnostique était importante, donc d'entreprendre une démarche diagnostique bien claire pour arriver à une solution et un diagnostic étiologique précis qui nous permet de bien prendre en charge notre patient. La démarche diagnostique, il faut d'abord différencier une paralysie faciale centrale d'une paralysie faciale dite périphérique. Alors, cliniquement déjà, la paralysie faciale centrale présente donc des particularités. La première, c'est que la paralysie faciale centrale, c'est-à-dire par atteinte corticale, est une paralysie qui touche seulement l'étage inférieur du visage. Elle ne touche pas l'étage supérieur du visage. Donc, nous avons toutes les atteintes inférieures, l'effacement du pli nasogénien, nous avons l'impossibilité de gonfler la joue, et nous avons aussi une association fréquente, parce que c'est une atteinte supérieure, c'est une atteinte corticale généralement, donc nous avons une association d'autres déficits neurologiques associés, donc association avec des hémiparésies, des hémiplégies, dans le cas de ce type de paralysie faciale. Donc, paralysie faciale centrale début, donc s'agit-il d'une paralysie faciale centrale ou périphérique? Donc, dans la centrale, c'est l'étage inférieur, donc c'est la partie inférieure du visage, avec l'effacement du pli nasogénien, l'impossibilité de gonfler la joue, de sourire. Donc, quand on a un sourire, nous avons donc la bouche qui va se déplacer du côté actif, du côté sain, et nous avons l'association avec d'autres atteintes neurologiques, notamment l'hémiparésie, l'hémiplégie. Rappelez-vous du cas classique, c'est l'AVC ischémique. L'AVC ischémique, donc la paralysie faciale qu'on a dans le cas d'un AVC ischémique, qui est généralement associé à un déficit moteur. Par contre, dans la paralysie faciale périphérique, donc, dans ce cas, nous avons l'atteinte des deux étages, donc supérieur et inférieur. Donc, dans l'étage supérieur, ce qui se rajoute à l'étage inférieur suscité, nous avons le signe de Charles-Bell classique. Vous allez voir l'image, donc c'est connu, c'est l'impossibilité de fermer l'œil avec une déviation du globe oculaire vers le haut. Vous avez l'effacement des rides de frein, donc vous voyez, donc l'étage supérieur participe. Voilà quelques images qui vous élucident ce qu'on vient de dire. Donc, le signe de Charles-Bell avec l'impossibilité de fermer l'œil et, si vous voulez, le déplacement du globe oculaire en haut et en bas.
Vous avez d'autres signes. Les images que vous voyez en bas, c'est la classique effacement des rides du front, donc ça c'est l'étage supérieur, donc associé bien sûr aux différentes atteintes de l'étage inférieur, l'effacement du pli nasogénien que vous voyez et le déplacement donc, de la commissure labiale vers le côté sain. Ce que vous voyez ici, vous savez très bien que sur le plan anatomique, le nerf facial participe à l'innervation des muscles du cou, notamment le possier. Et donc, vous avez le signe du possier de Babinski que vous voyez ici, qui est élucidé dans cette image. Cette dernière image, la quatrième, que vous voyez en bas et sur votre droite, c'est quand on demande au patient de gonfler les joues ou de souffler. Vous voyez que c'est impossible parce que ça fait participer effectivement les deux joues. Une fois que vous avez déterminé votre type de paralysie faciale, et c'est important, donc, et vous avez vu que c'est clinique, donc paralysie faciale centrale, étage inférieur, paralysie faciale périphérique fait participer les deux étages, il faut grader votre paralysie faciale. Et la classification de la gravité ou de l'importance de la paralysie faciale fait intervenir une classification connue, c'est la classification de House et Brackman, qui est donc en 6 stades, et ça va d'une mobilité faciale tout à fait normale vers le stade 6, qui est la flaccidité, c'est-à-dire une paralysie faciale complète avec aucun mouvement. C'est là où on a le préjudice esthétique le plus important. Alors, elle fait intervenir des principes simples. Donc, elle évalue la paralysie faciale au repos, et elle évalue la paralysie faciale à la mimique, c'est-à-dire quand on demande au patient de sourire, par exemple, etc. Et nous avons des modifications. Et elle prend en considération également la fermeture ou non des globes oculaires, soit une fermeture complète, partielle ou impossibilité totale de fermeture. Donc, elle fait intervenir ces 3 paramètres et en fonction de ces 3 paramètres, je laisse le soin de bien regarder la planche, en fonction de ces 3 paramètres, vous allez avoir donc le grade de votre paralysie faciale. Et, et effectivement, vous l'avez compris, plus elle est grave, plus les chances de récupération ne sont pas évidentes, donc, mais en fonction, bien sûr, de l'étiologie. Pour la démarche diagnostique toujours, une fois que vous avez déterminé centrale ou périphérique, une fois que vous avez classé votre paralysie faciale donc sur l'échelle de gravité de House et Brackman, vous êtes dans l'obligation de rattacher cette paralysie faciale à une étiologie bien claire. Et vous avez une planche récapitulatrice, si vous voulez, donc de la paralysie faciale sur le plan étiologique. Et donc, prenons en considération, pas la gravité, mais plutôt le pourcentage, plutôt sur le plan, la fréquence de survenue, si vous voulez. Et vous voyez très bien que la cause idiopathique, qui est la paralysie de Charles Bell, dite de Bell, donc la paralysie à Frigore, c'est la paralysie la plus fréquente. Donc, le type de paralysie faciale le plus fréquent prend pratiquement les 3/4 donc, des causes, des étiologies de la paralysie faciale. Heureusement que cette étiologie n'est pas grave. Heureusement que dans ce cas de figure, nous allons voir avec détail que, effectivement, la paralysie faciale est résolutive. À côté de cela, vous avez nettement moins fréquemment les causes infectieuses, qu'on appelle le zona otique. Le zona otique, donc il y a une réactivation du virus de la varicelle, donc à travers le ganglion géniculaire qui va provoquer, donc si vous voulez, cette paralysie faciale bien particulière. Vous allez avoir également les étiologies infectieuses type otite moyenne, les mastoïdites, etc. Mais avec l'avènement de l'antibiothérapie, effectivement, ces étiologies n'arrivent pas au point de provoquer fréquemment donc, une paralysie faciale. À côté des étiologies infectieuses, vous avez les étiologies traumatiques, effectivement. Le contexte dans ce cas de figure est évident, donc on y pense directement. Nous avons un patient qui a un accident de la circulation, une chute ou des coups et blessures volontaires. Effectivement, il y a le contexte traumatique. Effectivement, nous avons donc des autorragies ou des autoragies, des autorrhées. Dans ce cas de figure, le contexte, heureusement, est directement indicatif et il nous oriente directement vers l'étiologie traumatique. C'est la fracture du rocher. Vous savez très bien, donc anatomiquement, le nerf facial traverse
l'os pétreux, donc à travers son canal. Et si jamais le trait de fracture passe par ce canal, ça peut provoquer ou des sections ou encore donc une contusion euh, avec œdème de ce nerf. Nous allons voir euh, l'étendue pronostique donc de l'atteinte du nerf facial, de la paralysie faciale d'origine traumatique. Nous avons également les causes métaboliques, dont la plus fréquente, c'est le diabète. Donc, le diabète, effectivement, c'est la cause métabolique la plus fréquente causant une paralysie faciale, effectivement. Mais dans le diabète, généralement, les neuropathies qui sont dues au diabète, nous avons les atteintes d'autres nerfs beaucoup plus fréquemment, donc l'oculomoteur commun ou encore la sixième paire crânienne, plutôt que le nerf facial en lui-même. Mais effectivement, le diabète reste la première étiologie métabolique causant une atteinte du nerf facial et par là même une paralysie faciale. D'autres étiologies beaucoup plus délicates à traiter, avec des conséquences beaucoup plus importantes, c'est les étiologies tumorales, effectivement, essentiellement deux grands diagnostics, donc les tumeurs parotidiennes qui sont prises en charge par nos confrères ORL, et puis les neurinomes. Les neurinomes donc, alors, c'est plutôt les neurinomes, là, ils ont mis les neurinomes du facial, le neurinome du 7, mais c'est plutôt le neurinome de l'acoustique, donc qui est très en rapport avec le nerf facial. Vous savez très bien le paquet acoustico-facial, donc les quatre nerfs, le nerf facial, le nerf acoustique, les vestibulaires supérieurs et inférieurs. Donc, ils sont en étroite relation. Et si vous avez une tumeur sur le nerf vestibulaire, effectivement, vous aurez une compression directe sur le nerf facial et une atteinte de celui-ci qui peut être donc définitive. S'il n'y a pas eu de prise en charge thérapeutique, elle peut être également causée par donc, le geste chirurgical en lui-même. C'est pour ça que je vous dis que les étiologies tumorales sont beaucoup plus délicates par rapport aux autres étiologies. Alors, nous allons parler un petit peu étiologie par étiologie. La paralysie faciale à Grigori de Bell, dite de Bell, effectivement, elle présente des caractéristiques pour savoir la reconnaître, donc la rechercher, puisque c'est la plus fréquente. Bien sûr, c'est la plus fréquente. Elle reste un diagnostic d'élimination. Ça veut dire qu'il faut éliminer toutes les autres étiologies pour confirmer qu'il s'agit effectivement de ce type de paralysie. Et puis, elle présente des caractéristiques cliniques. C'est le fait qu'il y a une installation effectivement matinale et généralement, le patient rapporte une exposition au froid. Et puis, c'est un type de paralysie dans lequel vous avez une paralysie qui est d'emblée aiguë, totale et complète. Ce n'est pas comme dans le cas de l'étiologie tumorale ou infectieuse, où nous avons donc une atteinte qui est beaucoup plus progressive. Surtout dans l'atteinte tumorale, vous avez une paralysie faciale d'aggravation progressive. Donc, rappelez-vous, donc, la paralysie faciale Igor de Bell, c'est l'étiologie la plus fréquente, nous l'avons dit, et elle représente un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire il faut absolument éliminer les autres étiologies avant de penser à ça, et puis voilà, ces caractéristiques cliniques, c'est le fait, donc, cette notion, si vous voulez, donc, de caractère aigu de la présentation de la paralysie faciale avec les éléments donc, d'une installation matinale et exposition au froid. Et ce qui est intéressant aussi, c'est une paralysie faciale qui est également isolée, c'est-à-dire il n'y a pas d'association d'autres nerfs, d'atteinte d'autres nerfs crâniens. Si vous avez une étiologie, par exemple, tumorale, dans le cas de neurinome de l'acoustique, par exemple, vous avez une association. Vous aurez, par exemple, une atteinte donc, faciale avec une diminution de l'audition, avec éventuellement une atteinte des permix, donc des troubles de la déglutition, avec une névralgie du trijumeau, etc. Par contre, dans ce type de paralysie faciale, c'est une paralysie qui est isolée. Ça, c'est aussi un paramètre assez intéressant pour distinguer ce type de paralysie par rapport aux autres types. Bon, effectivement, on parle de paralysie faciale donc idiopathique, c'est-à-dire sans cause évidente, vous l'avez compris, mais effectivement, certains parlent d'une étiologie également virale, inflammatoire, donc de cette paralysie. Donc, il y a par réactivation du virus herpès simplex. Donc, effectivement, est-ce que ça a été déterminé d'une manière, je ne pense pas, d'une manière confirmée, je ne le pense pas. Le zone aortique, donc toujours par ordre de fréquence, là par contre, il y a effectivement
c'est confirmé une réactivation du virus dit de la varicelle, donc au niveau, qui est au niveau du ganglion géniculé, et ça va donc conduire la réactivation de celui-ci à une atteinte du nerf facial. La particularité, c'est qu'il présente des signes cliniques caractéristiques qui sont associés à cette paralysie faciale, qui est aiguë, brutale, etc., comme la paralysie de Bell. Mais ce qui peut vous orienter, c'est ces fameuses lésions vésiculo-ulcéreuses dans la zone de REMC1, c'est-à-dire pavillon et conduit auditif externe, qui permet également justement de vous orienter vers cette étiologie. Plus lente, quand on dit apparition plus lente que dans la paralysie de Bell, ce n'est pas vraiment le progressif. On n'est pas dans le progressif. C'est un peu plus lent, mais on n'est pas dans le progressif. L'installation est quand même assez rapide dans le zona otique. Les étiologies infectieuses, nous les avons évoquées, effectivement, mais il est important de signaler, de dire qu'elles ont grandement diminué du fait de l'avènement des antibiotiques. Les patients, effectivement, ne restent pas jusqu'au stade. Nous avons des solutions thérapeutiques. Donc, nos confrères ORL ont des solutions thérapeutiques qui permettent de traiter ces otites donc aigus à un stade assez précoce par des moyens efficaces, les antibiotiques, et qui permettent d'éviter des complications assez graves et assez préjudiciables, qui est la paralysie faciale. Donc, on en trouve rarement de paralysie faciale actuellement, due au traitement dit plutôt aux otites moyennes. Voilà, vous avez une incidence de 1 par 20 000 habitants. Bon, c'est assez ancien, l'étude que je vous présente. J'aimerais bien... donc, il y a des réactualisations, 1 pour 20 000 habitants. Ça reste quand même assez peu fréquent. Alors, pour les causes traumatiques, c'est les causes auxquelles on est confronté fréquemment, nous, neurochirurgiens, et également nos confrères ORL. Dans les causes traumatiques, effectivement, vous avez heureusement un contexte qui est évident, qui vous oriente. Donc, c'est le contexte traumatique. Et donc, vous pensez effectivement, si vous avez une paralysie faciale, y a-t-il réellement une atteinte du rocher ou pas? Et c'est là où on va suspecter une fracture des rochers et demander l'exploration nécessaire. Alors, dans ce cas de figure, heureusement que généralement, les atteintes du nerf facial d'origine traumatique sont des contusions et des œdèmes, donc avec œdème du nerf facial, plutôt qu'une véritable section, parce que vous l'avez compris, quand on a une contusion du nerf, là, les chances de récupération sont beaucoup plus importantes, les chances de résolution sont beaucoup plus importantes, sous traitement bien conduit. Par contre, si c'est une section, donc c'est un trait de fracture qui passe effectivement par le canal facial, et vous avez une section du nerf facial, là, c'est beaucoup plus sérieux et c'est beaucoup plus péjoratif, effectivement, pour le patient. Donc, heureusement que la majorité des cas, c'est des contusions plutôt que des véritables sections. La cause métabolique, nous avons déjà élucidé, effectivement, c'est la cause métabolique la plus fréquente. Voilà, les causes tumorales. Donc, vous avez effectivement le neurinome donc facial, ça existe, le neurinome du nerf facial, c'est-à-dire la tumeur naît réellement du nerf facial, mais les neurinomes les plus fréquents, ou les schwannomes si vous voulez, les plus fréquents, naissent plutôt du nerf vestibulaire inférieur. Mais du fait que ce nerf est intimement lié donc, au nerf facial, parce que c'est le paquet qui fait acoustico-facial, donc du moment qu'il est intimement lié, donc dès que la tumeur commence à se développer, donc vous avez une compression de celui-ci, des troubles de la vascularisation par effet compressif, et donc une paralysie faciale qui va s'installer. Les tumeurs parotidiennes qui sont beaucoup plus prises en charge par nos confrères ORL, donc également causent ce genre de problématique. Alors, vous avez vu que la majeure partie de l'exploration d'une paralysie faciale était effectivement clinique. Donc, déjà cliniquement, j'arrive à distinguer ma paralysie faciale si elle est centrale, si elle est périphérique. J'ai déjà une orientation étiologique, donc vu le contexte clinique, vu la présentation clinique donc, de ma paralysie, est-ce qu'elle est aiguë, est-ce qu'elle est progressive, etc. Donc, vous avez vu que la majeure partie déjà j'ai une arrière-pensée cliniquement en faisant une bonne anamnèse, en bien examinant mon patient avant d'arriver donc effectivement aux examens complémentaires qui sont seulement des examens d'appoint, des examens d'approfondissement plutôt que des examens permettant réellement d'élucider, sauf dans certaines situations bien sûr.
Alors, vous pouvez réaliser un électromyogramme, effectivement, qui permet d'évaluer le degré de dénervation. D'accord? Ça, c'est, vous l'avez compris, c'est beaucoup plus pour savoir le caractère péjoratif de ma paralysie et les chances de récupération. Donc, vous avez effectivement des potentiels de fibrillation si la paralysie faciale est complète, et vous avez des potentiels d'action présents, donc si elle est partielle. Donc, le fait qu'il soit présent, ça veut dire que c'est incomplet, et vous savez très bien que devant une paralysie incomplète, nous avons beaucoup plus de chances de récupération. L'électroneurographie, effectivement, aussi, elle permet, c'est un test électrophysiologique, et elle permet, si vous voulez, de quantifier le pourcentage des fibres dégénérées lors d'une paralysie faciale. Dans le contexte traumatique, effectivement, on commence par une TDM cérébrale classique, donc parce que le contexte traumatique pour explorer et le cerveau et le rocher, donc avec fenêtre osseuse. Une fois que la fracture du rocher, donc l'étiologie traumatique, est bien élucidée, à ce moment-là, il faut demander une TDM des rochers, plus exactement, demandée par nos confrères ORL, qui vont bien étudier le trait de fracture, son passage, etc. et l'atteinte éventuelle, donc, parce que indirectement, on sait. Comme dans ce cas de figure, vous avez un trait de fracture qui passe par le conduit, effectivement, le conduit auditif interne, là où passe notre nerf facial à partir du tronc, angle ponto-cérébelleux, et puis traverse le rocher. Donc, c'est un trait de fracture complexe, comme vous pouvez le voir, et qui passe effectivement par le conduit. Euh, donc, devant l'étiologie traumatique, effectivement, il y a l'association, parce que vous avez, donc, quand vous avez une atteinte au niveau du conduit auditif interne, un trait de fracture qui a causé une paralysie faciale, il peut y avoir une association d'une atteinte auditive acoustique associée. Donc, l'audiométrie tonale et vocale permet de rechercher effectivement donc une surdité de perception. Une surdité de perception. Pour les étiologies inflammatoires et infectieuses, effectivement, un bilan biologique serait intéressant, VS, CRP, la sérologie virale, etc. Ça nous permet également de nous orienter, par exemple, dans le cas du zone aortique, vers l'étiologie précise. Pour l'étiologie tumorale, effectivement, je vous ai montré cette image d'un neurinome, d'un schwannome de l'acoustique, parce qu'effectivement, c'est une tumeur qu'on prend en charge, nous, neurochirurgiens, et effectivement, nous sommes confrontés à ce genre de problématique d'une paralysie faciale, soit installée en préopératoire, donc, et puis la complexité de la chirurgie fait qu'il y a un risque élevé d'une paralysie faciale aussi post-opératoire qui se réduit effectivement au fur et à mesure avec l'expérience du chirurgien et avec les moyens modernes actuellement mis en place. Mais effectivement, la paralysie faciale, c'est la situation dans laquelle on est confronté, nous, neurochirurgiens, l'étiologie traumatique et l'étiologie tumorale. Vous voyez très bien que la tumeur englobe, si vous voulez, le paquet acoustico-facial qui est en contact, donc, et donc cette tumeur-là qui est dans l'angle ponto-cérébelleux et qui rentre dans le conduit auditif interne poursuit, donc elle comprime, et il est absolument parmi les objectifs fondamentaux de la chirurgie, c'est d'extirper la tumeur sans causer donc un dommage facial, parce que le préjudice facial est très 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 grave et très difficile à accepter. Par notre expérience, nous avons compris que les patients acceptent le plus normalement du monde donc une perte de leur audition, mais acceptent très difficilement une paralysie faciale. Donc l'objectif, c'est justement dans ce type de chirurgie, c'est de préserver tant bien que mal la fonction faciale, la fonction auditive si possible. Maintenant, la fonction faciale est fondamentale. Retenez seulement que dans la chirurgie des schwannomes, il y a la paralysie faciale qui est causée par la tumeur elle-même, mais aussi la chirurgie peut être à l'origine donc d'une aggravation de cette paralysie faciale. Heureusement que le pourcentage n'est pas aussi important. Nous arrivons à la prise en charge, effectivement. Donc, en fonction de cette clinique bien précise de la paralysie faciale, qui soit centrale ou encore périphérique, en fonction de l'orientation étiologique que nous avons, en fonction des examens complémentaires approfondis que nous avons réalisés, donc en fonction de l'étiologie, nous allons prendre en charge nos patients. Donc, par ordre de fréquence,
Vous l'avez compris, la paralysie faciale idiopathique ou encore le zoonotique, c'est le traitement corticoïde qui est le gold standard utilisé, associé ou non donc, à un antiviral, acyclovir par exemple. Heureusement que dans ces deux cas, il y a des chances de récupération, les patients récupèrent bien de leur paralysie et donc il y a une bonne résolution de ce type de paralysie sous donc, un traitement bien conduit qui permet d'améliorer la rapidité de récupération, la rapidité de résolution de la paralysie et la récupération. Pour ce qui est de l'étiologie traumatique, effectivement, le traitement corticoïde, dans le cas de figure où nous n'avons pas une section, je vous l'ai déjà dit, donc quand on a un trait de fracture qui passe par les rochers, par le canal facial et qui provoque une section du nerf facial, là, donc là, les chances de résolution sont vraiment minimes parce que c'est une section du nerf, c'est pas évident. Mais heureusement, les cas les plus fréquents dans le traumatique, c'est la contusion. Donc effectivement, il faut plutôt donc, un traitement corticoïde dans la phase aiguë qui permet généralement donc, de lutter contre l'œdème et d'améliorer non seulement donc, la paralysie faciale et d'améliorer sa récupération donc plutôt rapide. Donc, s'il n'y a pas de section, généralement, les patients récupèrent à la suite d'une atteinte traumatique du nerf facial. Par contre, si c'est une section, là, généralement, le pronostic est beaucoup plus péjoratif. Les décompressions chirurgicales sont également possibles dans certaines situations si le traitement médical s'avère non efficace. Effectivement, l'étiologie tumorale, comme nous l'avons bien déterminé, je ne suis pas très bien placé pour parler des tumeurs parotidiennes, donc nos confrères ORL sont mieux placés pour en parler, mais vous vous en doutez, l'étiologie tumorale est toujours délicate. Donc, pour mon cas de figure, c'est les neurinomes, donc le pronostic n'est pas simple. On a l'habitude, si la chirurgie est bien conduite et il n'y a pas eu une section anatomique donc du nerf avec une préservation non seulement du nerf en lui-même anatomiquement, mais de sa vascularisation, parce qu'il y a des artères perforantes qui le vascularisent, il faut absolument les préserver, parce qu'on peut avoir une préservation de l'anatomie du nerf à la fin de la chirurgie, mais donc une perte de sa vascularisation et donc son ischémie. Et donc, à ce moment-là, c'est une atteinte faciale complète. Donc, dans le cas où la chirurgie a été bien conduite, et nous avons une petite aggravation ou un état stationnaire de la paralysie faciale, généralement une corticothérapie, puisqu'on a l'habitude de donner cette dexaméthasone, donc permet de donner de bons résultats dans le cas du neurinome, des schwannomes de l'acoustique, et une récupération progressive, bien sûr, avec des mesures de rééducation longues, certains, 6 mois, 1 an, mais généralement les résultats sont satisfaisants. Donc ça dépendrait de ça. Donc effectivement, corticoïdes s'il n'y a pas de section. Parce que dans le cas de la section, actuellement, la neurochirurgie est en train de développer des techniques donc, de réparation des nerfs. Vous savez que c'est très possible actuellement. Donc, c'est ce qu'on appelle les anastomoses hypoglossophaciales. Donc, dans le cas où nous avons une section du nerf facial, effectivement, il y a les pontages, les anastomoses. Facio-faciales, c'est la partie proximale donc du nerf facial est intact, ou hypoglossophacial, c'est-à-dire c'est de faire fonctionner le nerf facial, en gros, d'une façon grossière, par le nerf hypoglosse, le grand hypoglosse. Donc, ça vous permet de faire fonctionner ce nerf, mais c'est des techniques chirurgicales très spécialisées et qui sont indiquées dans des situations bien précises. Bien précises. Il faut absolument que la partie proximale du nerf, qui est en regard donc, du tronc cérébral, doit être absolument donc, fonctionnel. Sinon, ça ne sert à rien de faire des anastomoses. De toute façon, ça ne va pas donner des résultats. Voilà, nous arrivons à la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. J'aimerais bien, donc, une discussion serait intéressante. Alors, pour la première question, y a-t-il un intérêt des vitamines du groupe B dans cette pathologie si vous voulez la rééducation? À quel moment? Et effectivement, c'est une question importante. La vitamine B, B1, B6, hein,
Donc, il a été prouvé effectivement que la vitamine B1 et B6 avaient un effet neurologique bénéfique sur les différents nerfs. C'est vrai, ça permet d'aider, mais encore une fois, il faut que l'intégrité du nerf ne soit pas mise en jeu. C'est-à-dire si vous avez une section iatrogène à la suite de la chirurgie ou si vous avez une section post-traumatique, ça ne sert pas à grand-chose, vous l'avez pris. Et puis, la rééducation, bon, bien sûr, pas à la phase aiguë, pour ce qui est de la chirurgie, pour nous, pas à la phase aiguë, effectivement, mais elle doit être commencée assez tôt et ça prend beaucoup de temps pour avoir des résultats. Je vous ai dit que c'est 6 mois à 1 an. La corticothérapie pendant combien de jours? Alors, la corticothérapie, c'est 15 jours à 21 jours. C'est ce qu'on fait d'habitude là, pour le traitement d'une paralysie faciale par atteinte traumatique. Voilà. Et puis, vous avez la dose journalière, c'est 1 mg kilo jour, et vous divisez cette dose. Par quel mécanisme le diabète provoque-t-il une paralysie faciale? Ça rentre dans le cadre, effectivement, je n'ai pas en tête le mécanisme physiopathologique exact, mais ça rentre dans le cas de la neuropathie diabétique. Ça rentre dans le cadre de la neuropathie diabétique et je suppose que c'est le même mécanisme qui cause les différentes atteintes donc, nerveuses dans la pathologie diabétique. Les indications de la rééducation, à quel moment aussi l'action de marché, etc. Effectivement, les indications de la rééducation interviennent pour nous donc, dans la prise en charge post-chirurgicale d'une paralysie faciale à la suite donc, d'une chirurgie d'angiovenome, donc de l'acoustique. Effectivement, c'est ça l'indication classique d'une rééducation. Par contre, les étiologies traumatiques, etc., c'est généralement un traitement dans la face aiguë et nous avons une récupération. Dans la paralysie idiopathique, on donne un traitement, aucun traitement, elle disparaît spontanément. Non, la paralysie idiopathique, on donne effectivement un traitement, je viens de le souligner, peut-être que je suis parti trop vite, il y a eu des commentaires là-dessus, on donne un traitement corticoïde, un traitement corticoïde qui paraît efficace, être efficace. C'est le traitement corticoïde, effectivement, c'est la corticothérapie qui est indiquée dans la paralysie de Bell. C'est intéressant, etc. Un mot pour la paralysie à frigorifier, c'est la paralysie la plus fréquente et c'est la paralysie dite de Bell. Donc, nous avons déjà parlé de ça. Ah, merci nos amis du Congo. Merci beaucoup. Merci. Alors, la population pédiatrique, effectivement, il y a d'autres tumeurs, l'étiologie tumorale, qui peuvent causer la paralysie faciale donc, pédiatrique, effectivement. Donc notamment les ATRT, les tumeurs tératoïdes rhabdoïdes et autres tumeurs pédiatriques, les épendymomes, donc avec extension dans l'angle ventriculaire, qui peuvent effectivement provoquer une paralysie faciale. Les tumeurs du tronc cérébral, c'est ce genre de tumeurs qui généralement rentrent dans un contexte assez péjoratif dans lequel je suis confronté, qui provoque une paralysie faciale effectivement pédiatrique, dans la population pédiatrique. La paralysie à frigore, est-ce que la récupération est rapide? Pas forcément rapide, mais elle est résolutive. Elle est résolutive. Et ce qui permet d'avoir une récupération rapide, c'est justement le traitement corticoïde. Donc, pour répondre encore et mettre l'accent sur ça, il faut donner un traitement corticoïde dans ce type de paralysie. Voilà. Donc, et puis le dosage, c'est de la prédnisolone, 1 mg kilo jour. Voilà. Faut-il un scanner devant une paralysie faciale? Ça, c'est une question assez importante. Effectivement, alors, vous avez un contexte d'installation. Alors, si vous avez une paralysie faciale centrale, peut-être ça, j'en ai pas parlé, si c'est une paralysie faciale de type central, c'est-à-dire touchant uniquement l'étage inférieur, il est important, strictement important, de faire une exploration cérébrale. Je préfère que vous fassiez une IRM. Une IRM cérébrale est beaucoup plus intéressante qu'un scanner, sur le plan résolution, si vous voulez. Mais effectivement, vous devez faire une IRM. Maintenant, si vous avez un contexte classique d'une installation brutale, avec le contexte dont nous avons parlé, effectivement, vous pouvez vous en passer de cette imagerie. Mais effectivement, je mettrai l'accent là-dessus. Si vous avez une paralysie faciale centrale, il faut plutôt faire donc une imagerie d'exploration parce que c'est cérébral. Alors, j'ai eu un malade avec une paralysie faciale, la TDM, effectivement, est revenu en faveur d'une CEP, une sclérose en plaques. Effectivement, les CEP
c'est une pathologie inflammatoire neurologique. Alors, les CEP, les paralysies faciales, c'est pour ça que je vous ai dit au début de la présentation, chacune des spécialités, neurologie, ORL et neurochirurgie, prend une partie de la paralysie faciale. Pour la CEP, effectivement, elle cause la paralysie faciale, comme elle touche l'oculomotricité, comme elle touche la vision, comme elle touche la motricité, et c'est une pathologie inflammatoire. Voilà. Et pour le diagnostic imagérique de la CEP, il est plus intéressant de faire une IRM. Une IRM, et voilà. Alors, c'est un flash plutôt. Voilà. Pour traitement corticoïde à dose régressive ou flash. Donc, pour la CEP, effectivement, l'atteinte faciale dans la sclérose en plaques rentre dans le cadre d'un grand contexte pathologique, où il y a une atteinte, effectivement, de plusieurs paires crâniennes, une atteinte de la motricité, effectivement, et donc, on peut avoir une paralysie faciale. Mais effectivement, il y a eu des scléroses en plaques qui ont été découvertes par la seule paralysie faciale. Merci Boudoumi, merci à vous. Juste une information, peut-être j'ai passé rapidement à la hausse. Pourquoi dans une paralysie faciale centrale, nous avons l'atteinte de l'étage inférieur, et dans une paralysie faciale périphérique, nous avons l'atteinte des deux étages, supérieur et inférieur. Effectivement, ça c'est anatomique, parce qu'effectivement, la représentation neurologique, l'innervation de l'étage supérieur donc, est bilatérale, alors que dans l'inférieur, elle est unilatérale. Elle est unilatérale. Donc, si vous avez une atteinte corticale dans le central, le côté contralatéral prend le relais. Donc, l'étage supérieur sera épargné. Voilà. Sauf quand vous avez une atteinte périphérique, vous aurez les deux étages qui sont touchés. C'est pour ça que vous avez une différence dans la centrale et dans la périphérique, atteinte des deux étages. La rééducation, quand est-ce qu'il faut commencer? Merci de me répondre. Alors, la rééducation, effectivement, ça dépendra de l'étiologie. Ça dépendra de l'étiologie. Et ce que je vous ai dit, c'est que pour notre barre, donc dans l'étiologie tumorale, effectivement, commencer le plus vite possible, pas donc en aigu, mais juste en post-opératoire, d'habitude, une dizaine de jours, quinzaine de jours, et on commence la rééducation faciale. On demande aux patients de commencer la rééducation faciale intensive. Et si nous avons une préservation du nerf, c'est le chirurgien qui saura, généralement, nous avons une récupération qui est très intéressante. Corticoïde par voie pérosse, effectivement. La corticothérapie chez le diabétique, effectivement, ce n'est pas le cas de figure, ce n'est pas les corticoïdes qui vont régler la chose dans le diabétique, parce que le diabétique, c'est l'équilibre de sa glycémie, effectivement, c'est la neuropathie diabétique, c'est-à-dire que c'est un patient qui a atteint le stade de la neuropathie diabétique. Donc, ce n'est pas la corticothérapie qui va améliorer la chose, mais plutôt son équilibre glycémique. Mais il faut savoir que quelqu'un qui a atteint le stade de la neuropathie diabétique, ça veut dire que les dégâts donc, du diabète ont commencé. Effectivement, est-ce qu'on cherche un AVC? Est-ce qu'on recherche effectivement un AVC devant une paralysie faciale? Bien sûr. Bien sûr, vous avez la classique paralysie faciale centrale, donc dans l'AVC ischémique, qui est généralement associé à un déficit moteur. Bien sûr, en fonction de l'étendue de notre AVC, mais effectivement, il faut chercher. Et la paralysie faciale dans l'AVC, c'est une paralysie faciale type centrale, vous l'avez compris, parce que l'AVC ischémique est donc corticale. Moi, je pense, avant une prise en charge, parce que je vois que beaucoup de questions sont portées sur la prise en charge, effectivement, le diagnostic, un bon diagnostic, une bonne démarche diagnostique qui permet effectivement d'avoir une orientation étiologique, et puis même si vous orientez le patient à un spécialiste, je pense que vous avez fait gagner beaucoup de temps et vous avez rendu service à votre patient. Donc, n'oubliez pas la démarche diagnostique, n'oubliez pas de passer à côté de quelque chose de grave devant une paralysie faciale. Une paralysie faciale, vous allez vous dire que voilà, c'est une paralysie faciale idiopathique. Et donc, on passe à côté de quelque chose qui peut être peut-être très grave, parce que vous savez, les étiologies tumorales peuvent être donc des pathologies très graves. Donc, le plus important, effectivement, dans la paralysie faciale, moi je pense, c'est justement l'orientation étiologique. Parce qu'une fois que vous avez une étiologie en main, vous savez l'origine, vous n'êtes pas passé à côté. Après, c'est simple, la prise en charge, soit vous êtes devant une étiologie gravissime où vous devez rapidement orienter votre patient ou le prendre en charge si c'est votre spécialité, ou au contraire, vous êtes devant une étiologie
bénigne. Donc, à ce moment-là, les choses sont beaucoup plus simples. Donc, la démarche diagnostique, je pense, est fondamentale. Le diagnostic clinique et l'orientation étiologique de ce symptôme-là donc, est fondamental pour ne pas justement passer à côté d'une pathologie gravissime. Si, faut-il solliciter le mouvement, c'est-à-dire, si vous voulez, commencer le traitement médical et une rééducation pourrait être également intéressante dans la paralysie dite de Bell, effectivement. Moi, je pense qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez des traitements, rééducation, prise en charge ophtalmo. Effectivement, fondamental. Merci, merci effectivement pour la remarque. Effectivement, vous me faites rappeler un élément intéressant et important de la prise en charge. La prise en charge ophtalmologique, nous avons parlé anatomiquement que l'une des fonctions du nerf facial, c'était justement l'innervation lacrymale. Et donc, effectivement, le fait d'humidifier donc l'œil est fondamental parce que nous avons des sécheresses oculaires, des kératites qui sont causées effectivement lors de la paralysie faciale. À ne jamais oublier. Merci pour la remarque. Mais effectivement, la prise en charge ophtalmologique est un élément important que j'ai oublié d'omettre donc dans ma présentation. C'est vrai, c'est fondamental. Ne vous concentrez pas uniquement sur la paralysie faciale. Donc, il y a une atteinte oculaire qui peut être très grave. Donc, devant une paralysie donc faciale idiopathique qui n'est pas a priori grave, donc vous allez perdre l'œil ou provoquer une kératite, c'est quand même assez grave. Donc, effectivement, avec la rééducation et la prise en charge thérapeutique, donc la prise en charge ophtalmologique est fondamentale aussi. L'hydratation oculaire est importante, c'est vrai. Alors, chers collègues, si vous avez donc d'autres questions, d'autres précisions, d'autres remarques assez intéressantes, comme vous venez de les souligner, je suis à votre disposition. La paralysie faciale chez jeune enfant, effectivement, je ne vois pas de différence, du moment que l'étiologie est la même. Donc, je n'ai pas lu ou entendu ou vu par expérience donc, une différence significative donc, dans la population pédiatrique par rapport à cette étiologie. Acupuncture, effectivement, peut-être, c'est de la médecine chinoise, c'est de la médecine complémentaire qui a prouvé également son efficacité. Je n'ai pas d'expérience là-dessus, mais c'est possible, effectivement. Vous voyez, le scanner systématiquement, non. Systématiquement, non. À mon sens, l'intérêt de la présentation clinique, du diagnostic clinique, dans une situation où vous êtes sûr de ce que vous faites, vous avez posé les bonnes questions, vous avez recherché l'étiologie, vous avez une orientation étiologique bien claire, vous n'avez pas à demander une exploration par excès. Et encore une fois, éviter le scanner. Le scanner, pour la neurologie, surtout le nerf facial, c'est effectivement l'IRM. Pensez à l'IRM plutôt qu'au scanner. Le scanner n'est fait que dans le cas de l'étiologie traumatique, à mon sens. L'étiologie tumorale, etc., il faut demander une IRM. Il y a même des séquences spécialisées, ce qu'on appelle la séquence Fiesta ou la séquence 6, CI2S. C'est des séquences spécialisées d'IRM qui permettent d'étudier avec précision le nerf facial. Donc, scanner, je ne vous conseille pas quand vous avez l'intention d'explorer, plutôt IRM, et surtout dans le cas d'une paralysie faciale centrale ou périphérique qui est d'apparition progressive, d'aggravation progressive, etc., avec un contexte, c'est le contexte plutôt tumoral, peut-être avec une atteinte d'autres paires crâniennes, donc l'atteinte acoustique, l'atteinte probablement d'énermite, à ce moment-là, effectivement, votre exploration imagérique est justifiée, mais IRM plutôt que scanner. Certaines paralysies faciales, post-vaccinaires, Covid, aérienne. Oui, c'est effectivement, pour ce qui est du Covid, il faut du temps pour avoir des résultats, il faut du temps pour étudier donc, le comportement du virus en lui-même et puis les différentes armes thérapeutiques utilisées, y compris le vaccin. Merci Fatha. Donc voilà, chers collègues, je vous remercie. Ça m'a été très bénéfique de partager ça avec vous. Vos remarques étaient très, très intéressantes. Merci à vous. À bientôt, Inch'Allah.